Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot, bonjour Eurasie Express. Alors, en ce tournant de l'année, nous serons sous peu en 2017. Poutine est considéré comme l'homme de l'année 2016. Alors, il y a un an de cela, Bassam Tan, nous faisions une vidéo pour nous demander, ou plutôt c'est vous qui vous demandez, qui arracherait Raqqa à l'État islamique en premier, des Russes ou de la coalition menée par les Américains. Depuis, la récente libération d'Alep a changé la donne et on peut parler d'une défaite de l'Occident, causée notamment par la défection de deux de ses alliés majeurs sur le terrain syrien, que sont la Turquie d'une part, qui donc a accepté des pourparlers avec la Russie pour obliger les secteurs des unités terroristes œuvrantes en Syrie à composer avec Damas. La défection de la Turquie d'une part, donc, et du Qatar d'autre part, qui a cessé d'alimenter de ses flux financiers les groupes terroristes qu'elle finançait de son côté. Donc c'est une victoire de Poutine, c'est une victoire aussi de la diplomatie russe qui a réussi à faire s'asseoir à la même table les Turcs et les Iraniens, ce qui n'est pas rien. C'est une défaite, on peut dire, sur le terrain de l'Occident, mais aussi une défaite diplomatique, dans la mesure où Genève n'a jamais pu arriver à son terme pour envisager une solution politique en Syrie, dans la mesure où les Américains n'ont jamais voulu départager ce qu'ils appelaient l'opposition modérée de l'opposition radicale, ce qu'est arrivé à faire aussi bien la Russie que Damas sur le terrain. Donc que pensez-vous de ce changement de donne en fin d'année? Pensez-vous que la victoire de la bataille d'Alep préjuge d'une victoire de la guerre de Syrie et que la configuration actuelle qui va trouver un débouché dans les négociations d'Astana est durable, Bassam Tan? Alors vous voyez, d'abord, pour moi, Poutine était l'homme de l'année en 2015 déjà. J'avais fait une vidéo en disant que j'estimais que Poutine est l'homme de l'année, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en septembre 2015, Poutine a eu l'audace, au vu et au su de tout le monde, d'installer des S-300, des S-400, d'envoyer une flotte, d'envoyer des missiles bombarder les djihadistes en Syrie, et c'était une manière de défier toute la coalition occidentale qui œuvrait pour libérer Mossoul. Donc, aujourd'hui, si j'ai à parler d'homme de l'année, je dirais Poutine est le Superman de l'année 2016. D'abord, pour un premier point que vous avez soulevé, qui est le dossier syrien, mais il n'y a pas que ça. Il faudrait voir aussi toutes les accusations dont il fait l'objet pour l'élection de Trump. Hein? Il va falloir y revenir. C'est vraiment le Superman de l'année. Voilà. Et puis le dossier du pétrole aussi, hein, c'est important. Le dossier diplomatique, non seulement de la Syrie, mais d'autres pays arabes, l'Égypte par exemple. Vous voyez, ses succès diplomatiques dans tout le monde arabo-musulman, ses ventes d'armes. Enfin, revenons au dossier syrien. Le coup de maître, c'est qu'il a réussi à marginaliser complètement l'Europe, l'OTAN, l'Occident, les États-Unis, en faisant retourner la Turquie et en proposant au niveau, n'est-ce pas, local, géographique, une autre capitale de négociation qui est Astana, qui est un nom turc, comme on le sait, et qui, dans l'histoire ottomane, désignait même la capitale des Ottomans, et non seulement l'Astana actuelle. Vous voyez, qui est la capitale du Kazakhstan, donc
qui est la nouvelle capitale du Kazakhstan, Voilà. qui avant était Alma-Ata et qui maintenant Voilà. est Astana, une ville nouvelle. Voilà, c'est comme on dit New York, New Orleans, tout ça, c'est à peu près la même chose, hein. Astana désignait dans le temps la haute autorité ottomane, hein. C'est pas. Donc, en marginalisant, et pas uniquement au niveau diplomatique, c'est qu'au niveau militaire, c'est un défi. C'est-à-dire, l'Occident avait le choix entre engager une bataille contre la Russie en Syrie, essayer de détruire les S-300, S-400 et la flotte russe. Je ne crois pas qu'Obama pouvait s'y risquer. Mais le courage et l'audace vient quand même de la part de Poutine, qui est là, qui s'est installé. Il a joué du quitte au double. C'est cette confiance sans borne qu'il a là, si vous voulez, qu'il a en lui-même. Que quand il fait une chose, il est sûr de lui, il attend et les autres acceptent. Sur tous les dossiers, même avant syrien, par exemple pour la Crimée, revenons en arrière, qu'est-ce que ça a donné? Mais on va revenir au dossier syrien, c'est le cœur du sujet. Prenez par exemple le fait qu'il ait pu établir des contacts avec les groupes islamistes, qui ne sont pas Al-Nusra et Daesh, mais qui ont dit oui au cessez-le-feu, qui ont composé avec lui, alors qu'on sait que c'est des gens sans foi ni loi. Il faut voir aussi la grande victoire d'Alep. Comment ça fait quand même quelques mois qu'il bombarde. Il a aidé Assad à reprendre tout le centre Hama, Homs, Palmyre. Et puis avec quel superbe et brio il a envoyé son orchestre dans l'amphithéâtre de Palmyre jouer de la musique classique, même si Palmyre est tombé après. On aura peut-être un autre concert bientôt, vous voyez. C'est que avec Poutine, pourquoi je l'appelle un Superman et de l'année ou un Superman tout court, c'est que il a arraché la victoire aux Américains et la coalition avant que eux ne libèrent Mossoul. Il a libéré Alep. Donc ça c'est une première surprise. Automatiquement après, une autre surprise, quoi? Eh bien, on va plus négocier à Genève. Troisième surprise, la Turquie, avec les accords économiques et politiques, se range du côté russe alors qu'elle fait partie de l'OTAN. Alors, je n'aime pas être à la place du président de l'OTAN. On ne comprend plus rien à Erdogan. D'ailleurs, je crois que sûrement Erdogan... si ce n'était le soutien russe, je crois qu'il serait déjà victime de nouveaux coups d'État ou de l'assassinat. Mais là, les Russes tiennent à Erdogan. Le jour où Poutine ne voudra plus d'Erdogan, les Occidentaux, je crois, feront le sale boulot et vont l'éliminer. Mais pour le moment, ce qui soutient vraiment Erdogan, c'est Poutine. C'est vraiment un Superman, dans tous les sens du terme. Il est là où on ne l'attend pas. Par exemple, remarquez quand ils ont décidé d'envoyer des tanks, le bouclier antinucléaire, tout de suite il a dit, bon, dans ces cas-là, nous on va continuer à produire du nucléaire. Il a demandé à déployer des missiles. C'est énorme, enfin. Et... De quoi vous parlez du bouclier antimissile, là? Oui, quand il y a une décision de l'OTAN d'envoyer en Europe de l'Est, Pologne, tout cela, des forces, lui a dit, dans ce cas-là, il faut qu'on revoie nos accords nucléaires avec les Américains. Ça, c'est... D'ailleurs, l'Occident n'en a pas parlé. Vous lisez ça ailleurs, mais ici, motus et bouche cousue. On n'en parle pas. Et puis, voyez avec quel orgueil et fierté il
maltraite les Occidentaux et les Américains. Au début, il a dit, ben, pour le moment, on verra si on mettra au courant ou on rendra compte de ce qu'on fait avec les Turcs et les Iraniens en ce qui concerne le dossier syrien. Hein. D'ailleurs, plusieurs fois, le chef de la diplomatie française n'était pas mis au courant de ce que faisait Poutine avec l'Iran, la Turquie. C'est humiliant pour les chancelleries occidentales. Alors ça, c'est au niveau officiel, Bassem Tahan, mais ne pensez-vous pas qu'il y ait des tractations entre les États-Unis et l'Occident et la Russie et Damas d'autre part? On a parlé de stocks d'armes qu'ont découvert les forces de Damas et les forces spéciales russes qui ont pris possession d'Alep-Est après la libération de la ville. On a parlé également d'officiers de l'OTAN, dont des Américains, des Allemands et des Français faits prisonniers dans la libération d'Alep-Est. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a également des négociations secrètes? Je crois que Poutine snobe l'Europe, mais tient compte un peu plus, je dirais un peu plus, des Américains. Et peut-être le fait que Trump ait été élu président, c'est ce qui le pousse dans ce sens-là. Sinon, c'est quelqu'un qui s'affirme et qui n'est pas commode comme interlocuteur et comme négociateur avec ces grandes puissances. Hein. Par exemple, pour le stock d'armes américains et de l'OTAN découvert à Alep-Est, c'est l'armée syrienne qui en hérite. Hein. Ils ne vont pas rendre les armes. Hein. Ils ont laissé passer peut-être les officiers avec, mais tout ce qui est matériel lourd, il est entré en possession de l'armée syrienne. Alors là, comme on a soulevé le problème des Américains, permettez-moi là d'égratigner un peu Obama dans ses déclarations. Il a dit qu'est-ce que la Russie finalement, une économie comme l'Espagne? Oui, mais c'est là la force. Si c'est un petit pays qui a l'économie de l'Espagne et qui vous met à genoux, à vaincre sans mérite, en triomphe sans gloire. Je veux dire, lui qui est petit selon Obama, il a quand même réussi à imposer sa volonté au monde entier. Tout le monde vous dira c'est un grand joueur d'échecs. À chaque coup, c'est lui qui gagne. Et on voit que, vous voyez, sur tous les dossiers, il a toujours gagné. Hein. Le dossier des négociations, le dossier des terroristes, le dossier d'asséner des frappes, le dossier de pouvoir signer des contrats économiques, touristiques avec la Turquie. Revenons au dossier syrien, Bassem Tahan. La Russie possède actuellement un levier puissant dans les relations internationales. C'est elle qui est à la tête d'une alliance qui va peut-être permettre de trouver une solution diplomatique et au-delà politique en Syrie, puisque il y a eu récemment à Alep une victoire militaire importante de remporter, vous l'avez très bien souligné dans différentes vidéos, mais l'Europe, l'Occident, les États-Unis et l'Europe vont revenir dans le jeu des négociations, alors peut-être en position de faiblesse, mais elles vont tout de même y revenir à Astana. Elles sont invitées d'ailleurs par les organisateurs de la conférence. Ne pensez-vous pas que, plutôt, je reviens à ma première question, pensez-vous que cet avantage, donc la Russie et Poutine vont le maintenir dans la possibilité de trouver une solution à la crise syrienne, qui est une crise extrêmement complexe, qui donc implique un certain nombre... Vous voyez, tout dépend de l'évolution de l'amitié turco-russe, d'une part. D'autre part, je crois que même la participation de l'Occident, des Américains, du Qatar, du Royaume saoudite, il y a quand même un retournement de situation. Pendant combien d'années on a exclu l'Iran de tout cela? Alors que maintenant, Iran, Turquie, Russie, ce sont ces trois pays
qui négocie la paix en Syrie. Les autres sont maintenant secondaires. Hein. Ils seront là. D'ailleurs, vous savez, déjà la Turquie commence à douter. Elle se pose des questions sur l'opposition qu'elle héberge à Gaziantep. Que faire de ce gouvernement? Et même, imaginez-vous un changement de gouvernement en France. Je ne crois pas que le soi-disant ambassadeur de l'opposition, et Sasmala, et tous ces gens-là qui sont des intellos de salon, vont rester à jouir de ces hôtels 5 étoiles à Paris et ailleurs. Je ne pense pas. Alors, vous voyez, je crois que, franchement, à moins d'un grand événement qui bouleverse toutes les données à nouveau, hein, un changement de la Turquie, hein, il n'y a pas d'autre. On a perdu la bataille. On ne peut pas s'opposer au Hezbollah, aux volontaires irakiens, aux éléments de l'armée iranienne, à l'armée syrienne, aux experts russes, qui aujourd'hui, Poutine, en fin d'année, a envoyé de nouvelles légions de police pour Alep. C'est énorme maintenant le nombre de soldats russes. Une unité de police militaire, oui. Oui, et de génie pour déminer une unité. Non, ça devient. Puis, chose qu'on a oubliée, ils ont revu, enfin les Russes ont revu avec les Syriens l'accord de Tartous pour élargir la base de Tartous pour la donner plus d'aide à la flotte russe. C'est énorme. C'est-à-dire que ce monde arabe qui, au départ, critiquait une petite présence russe, alors que tout le monde sait, il y a la 5e flotte, la 6e flotte américaine, les bases françaises aux Émirats, la plus grande flotte aérienne au Qatar, américaine. Aujourd'hui, vous voyez, Poutine, en Superman, rétablit l'équilibre. Il a une flotte puissante en Méditerranée. On a prolongé l'accord sur la base de Tartous. On a agrandi les bases aériennes de Hmeimim et de Latakia. Il y a des forces terrestres. Ça devient vraiment Alors, Bassem Tahan, revenons conséquent. Oui, revenons au processus en cours donc de règlement de la situation en Syrie. Donc le processus d'Astana qui remplace le processus de Genève sans pour autant l'abolir. Vous avez cité l'Iran. Vous avez donc souligné le retour de l'Iran qui était écarté justement dans le processus de Genève. On a même parlé de Troïka à propos du processus d'Astana, donc rassemblant la Russie, la Turquie et l'Iran. Nous remarquons cependant que l'Iran n'a pas signé l'accord de cessez-le-feu allant vers un règlement négocié de la situation en Syrie. Pourquoi l'Iran n'a-t-elle pas signé cet accord de cessez-le-feu? Vous savez, pour quelle raison? C'est une victoire déjà pour elle de ne pas signer. C'est-à-dire que ceux qui venaient vraiment faire la guerre en Syrie pour renverser Assad, ils venaient du côté de la Turquie. Hein? Maintenant, il y a des experts et des éléments de l'armée iranienne confondus avec l'armée syrienne. C'est pas à eux, c'est un geste très poli, très subtil dans la diplomatie persane qu'on laisse au président Assad avec la Turquie, mais on est là, derrière, en soutien. Vous voyez, c'est tout à fait dans la logique de la diplomatie fine et subtile du pays des Achéménides, de la Grande Perse. Vous voyez, mais permettez-moi de revenir sur le point du pétrole aussi, qui est très important, parce que le royaume saoudite avait inondé les marchés de pétrole dans l'espoir d'asphyxier la Russie et ses alliés. Résultat, c'est le royaume saoudite qui est arrosé
pour la première fois, le royaume saoudite augmente le prix du pétrole à l'intérieur du royaume, réduit le salaire de ses ministres, des mesures de... Enfin, il faut serrer la ceinture. Donc, et là, avec la guerre, ce qu'on avait prévu dans nos vidéos, avec la guerre du Yémen, vous vous souvenez, j'avais dit, le jour où le Yémen tirera des missiles contre le royaume saoudite, le prix du pétrole va augmenter. Et c'est le cas. Et qui c'est qui en profite? Justement, les gros pays producteurs alliés de la Russie, le Venezuela, l'Algérie, l'Iran et la Russie. Donc, dans ce cas de figure, si vous voulez, Poutine aura gagné sur tous les tableaux, dans toutes les batailles. La bataille du pétrole, la bataille de l'élection de Trump. C'est admirable qu'un pays qui n'est que l'économie d'Espagne arrive, si c'est vrai, hein, à jouer un rôle dans l'élection d'une des plus grandes démocraties du monde et le pays le plus fort du monde, qui est les États-Unis. Vous voyez? Alors, le dossier syrien, les contrats de pétrole avec la Syrie, les contrats d'armement, hein? N'oublions pas que si la coalition occidentale s'est dépêchée d'engager la bataille de Mossoul, c'est parce que le premier ministre irakien Abadi a menacé de demander l'aide des Russes pour libérer Mossoul. Hein? Donc notre président français a beau projeter d'aller en Irak, visiter les soldats et tout, c'est quand même, franchement, comparé à ce qu'a fait Poutine au Moyen-Orient, c'est rien du tout. Alors, Bassem Tahan, je vous laisse responsable de ce que vous avez dit au sujet... Toujours responsable de ce que je dis, moi. Jamais au sujet de la responsabilité russe dans l'élection de Donald Trump, mais même si je pense que l'attitude à l'égard de la Russie compte pour l'électorat américain comme pour l'électorat français d'ailleurs, dans les élections locales, je ne pense pas que la Russie ait quelque influence que ce soit dans les votes. Elle est un sujet des campagnes électorales. Peut-être, mais moi je ne me suis pas prononcé, hein. J'ai dit, si c'est vrai, ben, j'applaudis, c'est que ce petit pays d'économie comme l'Espagne arrive quand même à... Mais j'en viens à ma question. Dont je ne me souviens plus d'ailleurs, puisque vous m'avez interrompu. Oui, elle est la suivante. La baisse plutôt l'augmentation du prix du pétrole n'est pas seulement due au conflit entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, elle est aussi le fruit d'une négociation globale des pays producteurs pour baisser le rythme de production que l'Arabie Saoudite avait maintenu à un niveau très élevé, à son propre détriment d'ailleurs. Oui, mais vous voyez, il y a eu des négociations avant cela, mais ça avait échoué. Il ne faut pas oublier que le Qatar, le royaume saoudite et tous les pays du Golfe voulaient imposer un prix bas, hein, parce que, d'ailleurs, il y a une célèbre déclaration du ministre ou même du prince de Koweït, que même si ils vendaient, ça tombait à 10 ou 15 $, ils étaient gagnants, ça ne leur posait pas de problème. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement les négociations. Les négociations sont en fait le fruit d'un état de choses. Aujourd'hui, si le royaume saoudite et ses alliés dans le Golfe continuaient d'inonder les marchés pétroliers, ben, ils couraient à leur faillite. La guerre du Yémen et de Syrie les a saignés à blanc. Et il ne faut pas oublier que le royaume saoudite comptait sur la grande armée égyptienne dans ce conflit du Yémen. Et Sisi a retiré son épingle du jeu à cause du problème syrien. Et là aussi, c'est le Superman Poutine qui a détourné Sisi du royaume saoudite,
qui a organisé des réunions secrètes entre Mamlouk, n'est-ce pas, le chef de la sécurité en Syrie, et les services secrets égyptiens. On a même parlé, ça a été démenti par la presse égyptienne, d'officiers égyptiens qui ont débarqué à l'attaquer. Bon. Alors, le problème, c'est que est-ce qu'ils ont participé à la guerre ou pas? Le démenti concernait leur participation, mais ne concernait pas le fait qu'il y ait eu des officiers de haut rang arrivés à l'attaquer pour, disons, accorder leur violon avec les Syriens. Mais tout ça, c'est la diplomatie russe, c'est Poutine avec son sang-froid. Alors là, permettez-moi, quand ils ont une petite anecdote de la force de ce bonhomme, c'est que quand il y a eu un hélicoptère russe d'abattu près d'Idlib, on dit, je ne sais pas si c'est devenu légende ou mythe, mais ça veut tout dire, on est entré, on a chuchoté à Poutine que voilà, il y a un hélicoptère russe qui est... C'est dans le cadre d'une opération humanitaire. Oui, oui, voilà. Alors il paraît qu'on lui a montré la carte de la Syrie, on lui a montré où l'hélico est tombé, il a pris un stylo rouge, il a mis un X là où c'est tombé, et on dit que quelques heures après, il y a eu un bombardement sans précédent des gens qui ont abattu son hélico. Vous voyez, c'est des petites historiettes, mais ça parle à l'imaginaire de tous les peuples. Voilà quelqu'un qui sait qu'il veut, quand il faut y aller, il y va. Comparez-le à notre président Hollande qui, ça y est, il a mis ses bottes de guerre, puis à la fin il dit l'Angleterre, les États-Unis, j'ai une dernière question à ce sujet, Bassam Tahan, oui. À laquelle je vous demanderai de répondre rapidement, oui. S'il vous plaît. Ne peut-on parler en cette fin d'année, après la victoire d'Alep, de défaite de la stratégie de Hollande, du président Hollande, qui en 2013 a réclamé à corps et à cri et à Obama une intervention militaire sous prétexte donc d'une utilisation du chimique par Damas à la Ghouta. Il semblerait que la France, à ce moment-là, qui était déjà intervenue de façon très sérieuse, en tout cas dans le nord de la Syrie, avait une solution clé en main avec un remplaçant pour Assad. Ne pensez-vous pas qu'on puisse parler de défaite de la stratégie Hollande en Syrie actuellement? C'est plus qu'une défaite. Ça a été lamentable de bout en bout. De bout en bout. Depuis la reconnaissance de l'opposition syrienne jusqu'à ce scénario d'intervention qui a avorté, et puis maintenant, quelle est la place de la France au Moyen-Orient? Pas grand-chose. Mariani va à Damas avec une délégation de parlementaires, justement pour un peu détendre les relations et engager, peut-être initier une nouvelle politique. On sent la fin de règne. Parce que Mariani soutient Fillon. Fillon, et puis Mariani soutient le dialogue avec Damas, ne serait-ce que pour des raisons sécuritaires pour les Français. Eh bien, merci Bassam Tahan. Nous verrons comment 2017 évoluera pour votre super-héros Poutine. On verra. S'il est encore Superman l'année prochaine, ça fera 3 ans. Merci, au revoir.